Et salut tout le monde! Il y a peu, nous avons parlé des pliosaures, de redoutables reptiles figurant parmi les tout premiers grands prédateurs marins. Pour rappel, ces derniers ont principalement vécu durant le Jurassique, avant de s'éteindre il y a 100 millions d'années, bien avant l'extinction des dinosaures. Une question se pose donc, qu'est-ce qui a pu provoquer la disparition de si puissants prédateurs? Aujourd'hui, les scientifiques pointent deux causes principales. La première, un appauvrissement des océans en oxygène, c'est ce que l'on appelle l'anoxie. La raison principale de ce phénomène semble être d'importantes éruptions volcaniques. Les gaz issus de ces dernières se sont dissous dans l'eau, et par un peu de magie, les océans se sont retrouvés avec moins d'oxygène que d'habitude. Alors rien de bien folichon non plus, on reste très loin de l'événement anoxique d'il y a 250 millions d'années, qui avait provoqué la mort de près de 90% des espèces. Ouh là là, c'est la décadence, hein. Ici, pas de grand bouleversement global, mais de légères perturbations dans les chaînes alimentaires. Et en parlant de miam-miam, la seconde cause soulevée par les scientifiques est l'apparition de nouveaux prédateurs il y a aussi 100 millions d'années, les mosasaures. Cette superfamille va directement entrer en concurrence avec les pliosaures déjà affaiblis par l'anoxie marine. Et là, c'est le même schéma qui s'était opéré avec les premiers pliosaures. Quand ils arrivent, les mosasaures sont relativement petits, mais très bien adaptés. Ils remplacent progressivement les pliosaures en s'attaquant aux mêmes proies qu'eux, puis conquièrent le sommet de la chaîne alimentaire en devenant de plus en plus gros. C'est ainsi qu'est apparu l'un des plus grands et des plus terrifiants reptiles marins, j'ai nommé Mosasaurus. Mais avant tout, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur coup de croc de Liopleurodon sur le bouton s'abonner et de liker la vidéo si vous souhaitez bien sûr soutenir la chaîne. Mosasaurus est un genre de reptile marin prédateur ayant vécu durant le Crétacé, de moins 80 à moins 66 millions d'années. Les recherches sur le genre ne datent pas d'hier, puisque les premières mentions de fossiles leur appartenant remontent à la fin du XVIIIe siècle. Pour se donner une idée, le nom dinosaure n'a été inventé qu'au milieu du XIXe. Je suis vieux. Aujourd'hui, on compte au minimum 4 espèces de Mosasaurus. Eux-mêmes font partie de la famille des Mosasauridés, ces derniers faisant partie de la superfamille des Mosasauroïdes, que l'on peut communément appeler mosasaures. Vous le voyez sur les images, il y a pas mal de monde au tableau. Et rassurez-vous, on ne va pas faire un listing bête et méchant de chacune des espèces présentes ici. Déjà parce que ça serait particulièrement barbant, et parce que la vidéo ferait 4 heures. Sachez juste qu'il y a à boire et à manger dans ce groupe, et que même si les mosasaures sont d'immenses et redoutables prédateurs dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas le cas de tous ses représentants. On a par exemple Dalasaurus qui dépassait péniblement le mètre de longueur, ou encore Globidens qui avec ses dents toutes rondes était un genre de casse-noisette géant spécialisé dans la prédation des ammonites. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Si Mosasaur est aussi connu aujourd'hui, c'est également parce que l'animal impressionne et que le grand écran lui a dernièrement rendu un sacré hommage. La scène la plus connue est certainement celle de Jurassic World premier du nom, où l'on voit un mosasaure sauter hors de l'eau afin de capturer un requin blanc. En sachant qu'un requin blanc mesure environ 5-6 mètres de long, des internautes ont estimé la taille du mosasaure selon les films entre 60 et 80 mètres de long. Rien que ça. Alors oui, Jurassic World mettant l'accent sur la création de nouvelles espèces génétiquement modifiées, on ne peut pas leur en tenir rigueur. Mais du coup, dans la réalité réelle du monde véritable, quelle taille maximum pouvait faire Mosasaurus ? Tout à l'heure, je vous ai dit que le genre contenait environ 4 espèces, mais une d'elles se démarque sensiblement des autres, Mosasaurus hoffmanni. Déjà, c'est le premier spécimen retrouvé, ayant été découvert dans une carrière de craie aux Pays-Bas. Une des premières estimations de taille officielle fut publiée en 1965 par Dale Russell. Si vous ne le connaissez pas, ce type est une véritable légende de la paléontologie des dinosaures, et on reparlera forcément de lui lorsqu'on abordera un jour l'intelligence des raptors ou l'extinction de nos reptiles préférés, l'abonnement, la cloche, tout ça. Bref, dans ce papier, Russell fait l'inventaire des spécimens de mosasaures découverts à l'époque. Il en profite également pour reconstruire le squelette de ces bestioles et estimer que le crâne représentait environ 1/8 de la taille totale des animaux. Retenez ce chiffre, c'est important pour la suite. Faisant ensuite un bond dans le temps, avec la découverte d'un nouveau spécimen en 2014, une mandibule géante d'1,71 m. Énorme. Par comparaison, une mandibule de T-Rex dépasse à peine le 1,50 m. Pour estimer la taille du bestiau, l'auteur reprend l'étude de Russell, fait passer le ratio de 1/8 à 1/10 parce que... Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Ouais, ça doit être ça. Et notre spécimen se transforme ainsi en un fougueux mosasaure de 17 mètres de long. Combien ?
Alors là, plein de choses à dire. Déjà, l'inventaire de Russell ne comporte quasiment que des morceaux de crâne et aucun squelette complet. En fait, le paléontologue semble s'appuyer sur des squelettes de Basilosaurus pour ses reconstitutions. De loin et en plissant les yeux, les deux animaux se ressemblent. Or, Basilosaurus est un mammifère apparenté aux baleines et notre mosasaure n'a aucun descendant actuel. Mais bon, l'étude étant ancienne, on ne peut pas vraiment lui en tenir rigueur. Par contre, celle de 2014, aucune excuse. Le passage de 1/8 à 1/10 provient sûrement d'un bon vieux pifomètre à l'ancienne dont on a déjà fait les louanges dans de précédentes vidéos. Nul! Et le pire, c'est que 3 ans avant, un squelette presque complet d'un autre mosasaure appelé Prognathodon est découvert. Ce spécimen nous permet de voir que la tête était non pas 10, mais 7 fois plus petite que le corps. On peut donc estimer le propriétaire de la mandibule géante à environ 12 mètres de long, ce qui est grosso modo équivalent au gros pliosaure précédemment abordé. En l'absence d'autres plus gros restes publiés, on peut donc penser que Mosasaurus hoffmanni se ferait gober en une seule bouchée par le mosasaure de Jurassic World, ce qui est assez cocasse, disons-le. Les mosasaures sont donc surtout connus pour des morceaux de crâne, et à ce propos, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà quelque chose qui frappe, les dents. Ces dernières, solidement implantées dans la mâchoire, pouvaient avoisiner les 15 cm de long sans compter la racine. Pas mal, non? En 2007, des scientifiques analysent plusieurs mâchoires de mosasaures et y trouvent dans l'os de petites dents prêtes à sortir. Ainsi comme la plupart des reptiles, les dents des mosasaures étaient régulièrement remplacées au cours de leur vie. Celles-ci sont robustes et comportent des arêtes tranchantes adaptées à la lacération de la chair. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mosasaurus n'avait vraiment pas Une gueule de porte-bonheur. car en plus de posséder de nombreuses dents sur ses mâchoires principales, l'animal en possédait aussi dans son palais. Appelées dents ptérygoïdiennes, ce ne sont pas les seules bestioles à en avoir développé. On en trouve aussi chez des poissons, des amphibiens et chez certains reptiles bien connus, les serpents. D'ailleurs, ce n'est pas la seule caractéristique qui les rapproche de ces derniers. Tout comme les serpents, les mosasaures ont un crâne ouvert vers le bas ainsi qu'un os faisant l'articulation de la mâchoire qui disparaît. Ces deux caractères permettent à ces animaux d'ouvrir leur gueule en très grand et d'avaler des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Dans la gueule, les dents ptérygoïdiennes sont situées sur deux os, les ptérygoïdes, qui sont indépendamment articulés. Bon, c'est beaucoup de termes techniques pour simplement dire que les serpents, tout comme les mosasaures, ont deux mâchoires, une pour mordre et une autre pour ramener la proie vers la gorge. Mosasaures et serpents ont donc subi beaucoup de changements anatomiques pour développer leur morsure. Beaucoup trop, d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas une légère relation de parenté entre les deux. En 2015, des scientifiques ont utilisé près de 700 caractères anatomiques et une cinquantaine de gènes pour déterminer des groupes de ressemblance chez plus de 200 reptiles actuels et fossiles. Résultat, les mosasaures sont placés juste à côté des serpents au sein d'un groupe appelé les toxicofères, ce qui signifie que ces animaux partagent un ancêtre commun direct. Au passage, tous les toxicofères actuels possèdent des gènes, endormis ou non, permettant de fabriquer du venin. Est-ce que Mosasaurus était un serpent géant venimeux? Et non, dommage, ça aurait été stylé, mais en 2020, des scientifiques scannent un morceau de mandibule de mosasaure. Contrairement aux toxicofères venimeux qui possèdent des batteries à venin dans leur mâchoire, les mosasaures avaient juste la place nécessaire pour quelques nerfs et vaisseaux sanguins. Pour terminer sur les mâchoires, malheureusement et malgré le nombre de crânes retrouvés, aucune étude ne s'est encore penchée sur la puissance de mâchoire du mosasaure. En 1995, des chercheurs tentent de reconstruire la musculature de Mosasaurus hoffmanni en se référant à des dissections de Varan. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose, et une petite simulation 3D des familles serait la bienvenue. Par contre, les choses bougent. En 2024, ce n'est pas la morsure, mais le cerveau d'un mosasaure appelé Thétisaurus qui a été reconstruit en 3 dimensions. J'aime bien! À l'avant de ce dernier, on peut y voir les bulbes olfactifs, des structures spécialisées dans l'odorat. Contrairement aux reptiles terrestres qui ont de super gros bulbes représentant la moitié du cerveau, ceux des mosasaures étaient atrophiés. C'est une caractéristique que l'on retrouve chez quasiment tous les animaux ayant opéré une transition vers la mer ou les airs. Une fois adaptés à leur nouvel environnement, ces animaux perdent leur odorat au profit d'autres sens comme l'ouïe ou le toucher. Dans le même thème, les mosasaures ont quasiment perdu des petits trous dans leur palais. Chez les reptiles terrestres, ces trous mènent à l'organe de Jacobson, spécialisé dans le traitement des phéromones. Ensuite, sur le haut du cerveau, on peut y voir une petite bosse qui correspond, accrochez-vous, à un 3e œil. Quoi? Ne nous emballons pas trop. Présent chez de nombreux reptiles actuels, cet œil n'est pas vraiment fonctionnel et permet juste de percevoir des changements de luminosité. Et justement, chez Thétisaurus, l'œil était très gros proportionnellement à la taille de son cerveau.
L'animal devait donc utiliser cet organe pour repérer la surface et jauger la profondeur de sa plongée. Pour terminer avec cette étude, les scientifiques ont comparé la forme du cerveau du mosasaure avec ceux des autres toxicofères. Encore une fois, le reptile se rapproche bien plus des serpents que des varans par exemple. Pour poursuivre sur l'essence, les mosasaures avaient pour la plupart de très grandes orbites. Le record est détenu par Phosphorosaurus pompétélegans, qui possédait d'énormes yeux très certainement adaptés à un mode de vie nocturne. Les yeux de ces animaux étaient aussi protégés par des plaques osseuses appelées anosclérotiques. Ces structures présentes chez les oiseaux et de nombreux reptiles peuvent s'avérer être utiles chez les animaux rapides pour protéger les yeux d'une trop forte pression. Quoique ces anneaux peuvent aussi être retrouvés sur des animaux très loin d'être des sprinteurs. Ce type n'est pas un athlète. En parlant de vitesse, il est grand temps de sortir du crâne pour s'aventurer dans le reste du squelette. Le corps des mosasaures était allongé, dit serpentiforme, et présentait une quarantaine de vertèbres. Contrairement à ses proches cousins actuels, ils comportaient encore leurs membres, transformés à l'occasion en palettes natatoires. Une caractéristique qu'ils partagent aussi avec les pliosaures, mais au contraire de ces derniers, les membres ne sont pas très développés, en particulier les membres inférieurs. En réalité, les 4 palettes semblent presque s'effacer face à l'imposante queue de l'animal. Oh merde, je suis encore en train de parler à ma queue. En effet, on l'a vu il y a peu, la vitesse des pliosaures était due au mouvement de leurs 4 immenses palettes natatoires. Une étude biomécanique réalisée avec des robots a montré que ce mode de locomotion permettait une grande accélération au démarrage, mais consommait beaucoup trop d'énergie à la longue. Les mosasaures, eux, représentaient l'hydrodynamisme par excellence. Un crâne triangulaire suivi par une cage thoracique en forme de tonneau, puis le corps s'affine de plus en plus. Contrairement aux pliosaures qui avaient une queue toute petite, le corps des mosasaures était terminé par une nageoire caudale très puissante. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller. Cette dernière est dite hypocerque, ce qui signifie que le lobe de dessous est plus développé que celui du dessus, au contraire des requins. Une étude de 2011 a montré que les vertèbres de la queue étaient très mobiles entre elles, permettant d'amples mouvements d'ondulation. En 2015, c'est carrément des marques d'arthrite qui furent identifiées sur une nouvelle nageoire caudale, preuve qu'elle était plus qu'utilisée au cours de sa vie. Enfin, en 2017, des chercheurs rapportent avoir trouvé des sortes de bulles osseuses sur un squelette de mosasaure, sans photo à l'appui malheureusement. D'après eux, ces bulles sont le résultat d'accidents de décompression. Vous savez, quand un apnéiste descend en profondeur, il ne doit pas remonter trop vite, au risque de créer des bulles d'air mortelles dans son organisme. Ici, des changements rapides de profondeur, probablement dans une optique de prédation, auraient provoqué ces bulles dans le squelette de l'animal. Niveau chaîne alimentaire, il ne fait aucun doute que nos reptiles géants y étaient au sommet. En 2013, une étude a mesuré la teneur en carbone 13 sur des dents de Mosasaurus. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais rassurez-vous, le principe est simple. Lorsqu'un animal se nourrit, il ingère une certaine quantité de carbone. Lorsque cet animal se fait ensuite boulotter par un prédateur, ce dernier avale une partie du carbone ingéré par sa proie, mais pas la totalité. Ainsi, plus on va au sommet de la chaîne alimentaire, et moins les animaux possèdent de carbone, et en particulier un d'entre eux, le carbone 13. L'étude de 2013 a pris plusieurs mosasaures et... Oh, comme c'est bizarre! Mosasaurus hoffmanni avait un taux de carbone 13 très inférieur à la normale. En plus de ça, différentes études rapportent des traces de dents de mosasaures sur de nombreux autres animaux, surtout des tortues. Encore mieux, on a carrément retrouvé des morceaux d'animaux à moitié digérés dans des cages thoraciques de mosasaures, incluant requins, calamars ou encore d'autres reptiles marins. Le problème d'être au sommet de la chaîne alimentaire, c'est qu'on doit souvent se battre avec ses propres camarades. En 2020, une étude révèle de très nombreuses marques de dents de mosasaures sur d'autres mosasaures. Ces blessures ayant cicatrisé, cela suggère deux choses. D'abord que des combats territoriaux ou des amours un peu trop passionnels avaient régulièrement lieu. L'autre, il défouraille. Et ensuite que les mosasaures avaient un système immunitaire en béton pouvant encaisser un nombre élevé de blessures. On retrouve aussi cette caractéristique chez d'autres animaux aquatiques. Le requin ou encore l'hippopotame ont un des systèmes immunitaires les plus performants du règne animal, afin de pouvoir supporter des mœurs un poil violentes. J'aime me battre. Ce qui peut booster le système immunitaire, c'est aussi d'avoir le sang chaud. Or, les plus proches parents actuels des mosasaures que sont les serpents sont à sang froid, c'est-à-dire que la température de leur corps n'est pas constante et
dépend de l'environnement extérieur. Le truc c'est que Mosasaurus est grand, parfois même très grand, et à partir d'une certaine taille, le corps génère automatiquement sa propre chaleur. C'est ce que l'on appelle la gigantothermie. Par exemple, les petits requins sont à sang froid, alors que le grand requin blanc, lui, est à sang chaud. Être à sang chaud confère donc un avantage, mais aussi un gros inconvénient, devoir manger tout le temps. Là où un serpent peut ne pas manger pendant des semaines voire des mois, Mosasaurus devait manger quasiment tous les jours et pas qu'un peu. Ainsi, les mosasaures étaient les prédateurs alpha des océans. La terre ferme avait Tyrannosaurus rex, les mers Mosasaurus hoffmanni. Et moi. Lui et ses comparses se trouvaient dans tous les océans du globe, et ce, même jusqu'en Antarctique. Leur corps profilé et leur puissante nageoire caudale leur offraient une grande vitesse sans dépenser beaucoup d'énergie. Leur excellente vue permettait de chasser aussi bien de nuit comme de jour, ainsi qu'à de grandes profondeurs. Leur mâchoire, au pluriel, leur permettait de piéger leur proie, peu importe leur nature. Enfin, leur sang chaud leur assurait un système immunitaire efficace ainsi qu'une place de choix au sommet de la chaîne alimentaire. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et celle-ci va brusquement débarquer il y a 66 millions d'années. Une série de réactions en chaîne va ainsi mettre fin au règne des reptiles marins, débuté près de 200 millions d'années plus tôt. Cependant, les reptiles géants n'ont pas dit leur dernier mot, puisqu'à peine 6 millions d'années plus tard, l'Amérique du Sud fait doucement connaissance avec Titanoboa, un monstre qui pouvait même avoir été plus grand que Mosasaurus hoffmanni. On n'a jamais vu une pareille chose. Au vu de la suite de l'histoire, il est clair que les reptiles toxicofères sont très loin d'avoir dit leur dernier mot. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la prochaine, je vous propose de revenir vers nos chers dinosaures et de mettre en commentaire lequel vous intéresserait le plus. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Je dois trouver une queue, Winnie. Mais comment? J'ai bien fait, bordel!